Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo, je ne parle pas fort, c'est normal, c'est parce que il est 1h45 du matin, voilà. J'arrive pas à dormir, j'ai vraiment beaucoup trop de choses dans ma tête qu'il faut absolument que j'évacue. D'où le fait que je vous filme cette vidéo au beau milieu de la nuit. Nous sommes le 14 octobre 2020, voilà, en plein milieu d'une pandémie mondiale du Covid. Et voilà, je pensais pas faire cette vidéo, je pensais vraiment pas tourner cette vidéo, mais je me dis si ça peut avoir le même effet que quand j'ai fait la vidéo sur le cerclage et sur le PCR, ça peut vraiment être pas plus mal. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de cette nouvelle vidéo, on va parler de l'avortement et plus particulièrement de mon avortement que j'ai subi en juin 2020. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment est-ce que j'ai appris ma grossesse, comment est-ce que j'ai vécu les premières semaines de ma grossesse durant cette fameuse pandémie mondiale, étant donné que je suis tombée enceinte au milieu de la pandémie à peu près, voilà, au milieu du confinement, je suis tombée enceinte au milieu du confinement. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans les hôpitaux, comment est-ce que j'ai fait pour me débrouiller donc du coup avec cette grossesse et comment est-ce que ça s'est terminé. Donc vous pouvez sans doute voir au vu du titre que je ne suis plus enceinte. Voilà, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Donc la première partie sera tout ce qui concerne l'annonce de la grossesse, comment est-ce que je l'ai annoncé à Jordan, comment est-ce que je suis tombée enceinte, etc. Je vais vous raconter tout ça. Et la deuxième partie sera vraiment le déroulement de l'avortement avant, donc le premier rendez-vous, comment ça s'est passé au téléphone, comment ça s'est passé sur place. Quand je suis arrivée le jour J, parce que bien évidemment je n'ai pas eu mon avortement le jour où j'ai été faire mon échographie et où on a construit le dossier, et après, parce qu'il y a bien évidemment eu un post-avortement, et voilà, je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti pour la première. Voilà, donc nous sommes de retour pour cette première partie de vidéo qui va concerner cette deuxième grossesse. Alors pour vous expliquer un petit peu, je suis tombée enceinte, ma fille avait 9 mois et demi, voire même peut-être 10 mois. J'étais très paniquée à cette époque-là, j'avais beaucoup de choses dans la tête, je voulais reprendre le travail, je voulais passer mon permis, je voulais faire plein de choses. J'ai commencé à paniquer en me disant et si je tombe enceinte, comment est-ce qu'on fait? On est dans un appartement au 4e étage sans ascenseur, est-ce que ça va être de nouveau une grossesse cerclée alité? Comment est-ce que ça va se passer pour la suite au niveau financier? Vraiment j'avais énormément de questions qui me revenaient en tête. Surtout beaucoup de questions au niveau de mes parents, de comment est-ce qu'ils allaient réagir, est-ce qu'ils allaient stresser pour moi en sachant que ça allait peut-être être une grossesse comme j'avais eu pour la précédente. Voilà, je ne voulais pas forcément créer ce genre d'angoisse, et donc rapidement m'est venue en fait en tête deux choses. J'avais vraiment une partie de mon cerveau qui me disait vas-y fonce, t'as envie de tomber enceinte, t'as envie de donner un frère ou une sœur à ta fille, t'as envie de vraiment fonder ta famille. Et j'ai vraiment l'autre partie en fait de ma tête qui me disait Justine, fais attention parce qu'il y a quand même des risques. Donc vraiment renseigne-toi bien, chose que j'ai pas pu faire parce que je suis tombée très rapidement enceinte. Je suis tombée enceinte fin du mois d'avril. Voilà. Il faut que je vous ressorte les dates, mais il me semble que j'ai fait mon test de grossesse le 28 avril. Donc je pense que je suis tombée enceinte, si je me rappelle bien, le 12 avril, parce que c'était prévu pour le 12 janvier, si je me souviens bien. Du coup, voilà à peu près comment ça s'est passé. Et en fait, je suis quelqu'un qui, pardon, il y a mon écran derrière, j'ai mon écran de PC derrière qui reluit dans mes lunettes. Comment ça s'est passé au niveau du test? Donc en fait je suis quelqu'un qui depuis très longtemps se réfère en majeure partie, pas très grande mais en majeure partie, à la température.
vaginale. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait à certaines périodes de notre cycle, nous avons des températures différentes. Donc vous allez avoir une température différente après les règles, durant la période d'ovulation et si vous êtes enceinte. Et en fait, tout ça, je le répertorie dans une application qui, moi, est Flow. Je vais vous la sortir. Ça, c'est mon application. Voilà, c'est Flow qui fonctionne très bien parce que c'est grâce à cette application-là que je suis tombée enceinte. Toutes les fois où je suis tombée enceinte, hein, parce que vous savez que j'ai fait 4 fausses couches. Je suis tombée enceinte de ma fille, ça faisait 5. J'ai fait un IVG, donc ça fait 6. Et là, j'essaye de tomber enceinte du deuxième. Voilà. Chose qui ne sera pas facile à mon avis, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment du coup par la suite. Mais là, on est vraiment dans le vif du sujet qui est la deuxième grossesse. J'allais avoir un retard de règles et puis je me sentais pas bien, j'avais vraiment des sautes d'humeur, enfin voilà, il y a des moments j'étais fatiguée, j'allais dormir vers 19h30, 20h le soir, j'avais pas trop faim, j'étais vraiment pas dans un good mood à ce moment-là, j'étais un peu déprimée, enfin pas bien du tout, j'étais très angoissée la journée, enfin voilà, je me sentais pas normale. Et les 2-3 premiers jours de retard de règles, je me suis dit bon, peut-être que c'est l'application, j'ai eu des phases de stress, etc. C'est peut-être ça. Jusqu'à 8 jours de retard. Et au 8e jour de retard, je me suis dit Justine, faut que tu ailles chercher un test de grossesse parce que là, il y a un truc qui va pas. Je me sentais pas comme d'habitude. Je sentais au fond de moi que j'étais enceinte, mais il me fallait en fait cette confirmation de grossesse. Donc je suis allée chercher un test de grossesse à la pharmacie, donc j'ai pris un Clearblue non digital, voilà, pour faire le test de grossesse. Et je suis rentrée, je l'ai effectué avant de prendre ma douche. Et en fait, en sortant de ma douche, j'ai vu que le test était positif. La première chose que j'ai fait, c'est de sortir. Je suis sortie de chez moi, j'ai été m'évacuer dehors, j'ai téléphoné à mes amis, j'ai téléphoné à toutes les personnes qui se demandaient en fait qu'est-ce qu'il en était de ce fameux cycle où je n'avais pas mes règles. Et je leur ai dit, je viens tout juste d'apprendre que je suis enceinte. Et mes amis m'ont dit, ah super, félicitations, chapeau et tout ça. Donc je suis remontée. J'ai annoncé la nouvelle à Jordan pratiquement tout de suite, hein, parce que la petite était au lit. On allait manger et j'ai décidé de lui annoncer sur un plateau repas. Donc j'ai fait le plateau repas que j'ai apporté du coup dans le salon pour manger devant la télé. Et je lui avais mis le test de grossesse dans son verre. Et du coup, il m'a regardé super content, enceinte du deuxième et tout ça. Notre fille avait certes pas encore 1 an, mais elle était quand même assez débrouillarde à l'époque. Donc on n'avait vraiment pas de peur là-dessus. On savait très bien que quand bébé 2 allait naître, qu'elle se débrouillerait, qu'elle marcherait, qu'elle aurait vraiment une certaine autonomie. On n'avait vraiment pas peur de ça. La plus grosse peur a été nos parents. Alors, la maman de Jordan l'a très bien pris, clairement. C'est un peu voilà, vous faites votre vie, à partir du moment où vous l'assumez, nous, il n'y a pas de problème. C'est plus ma maman qui l'a un peu mal pris en se disant, est-ce que si c'est la même grossesse, est-ce que ça va aller? Est-ce que Justine ne risque pas sa vie à faire ça, etc. Enfin, ça a été plus du côté de ma maman que ça a été très compliqué. Voilà. Mais finalement, c'est elle qui a le mieux réagi, en fin de compte, sur tout ce qui s'est passé en fait dans la globalité de l'histoire. Donc voilà, me voilà enceinte, je téléphone à ma gynécologue qui me débloque un rendez-vous 2 semaines après, je pense, pour une échographie qui est à ce moment-là l'échographie de datation que je dois effectuer sans Jordan parce que Jordan travaillait à la maison, il était en télétravail à domicile et il devait garder ma fille parce que moi je ne pouvais pas aller à l'hôpital avec elle étant donné qu'on était en pleine période de coronavirus. Je pouvais pas me permettre de mettre ma fille dans un hôpital, sachant qu'à ce moment-là en plus elle nous faisait pas mal de dents donc elle était assez faible au niveau immunitaire donc je voulais vraiment pas la mettre dans les hôpitaux à ce moment-là. Ce qui fait que en fait j'y suis allée toute seule. Et lors de ce rendez-vous, j'ai vu bébé. Elle ne m'a pas fait écouter le cœur, mais elle m'a dit que tout était correct, qu'il n'y avait vraiment pas de soucis. Jusqu'à 3 jours après, où elle m'appelle en me disant, écoutez, il y a un problème. Les tests que j'ai effectués
le jour où vous êtes venu faire l'échographie en fait ne sont pas bons. Dans le sens où mais vous avez beaucoup de chances de laisser votre vie dans cette grossesse ou de laisser la vie de votre bébé dans cette grossesse. Et donc je lui ai dit au téléphone, écoutez, qu'est-ce que je dois faire, parce que moi je paniquais, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est je veux pas revivre tout ce que j'ai vécu en fait ces derniers temps. Je veux vraiment me sentir en sécurité face à cette grossesse-ci. Elle m'a dit, écoutez, pour moi, je pense que c'est mieux que vous mettiez fin à votre grossesse parce que votre col ne tiendra pas le coup. Donc, soit vous êtes alité complètement avec des piqûres pour les phlébites, etc. Tous les jours, vous êtes alité, vous pouvez avoir l'hôpital 9 mois, chose que je voulais pas parce que j'ai une famille, j'ai un mari maintenant, j'ai une fille. Je lui ai dit 9 mois d'alitement, c'est pas possible. Et puis elle ne voulait pas me faire de cerclage parce qu'en fait mon col était beaucoup trop comment on dit ça, beaucoup trop abîmé par les grossesses précédentes et par le cerclage précédent. Elle m'a dit en fait le col maintenant, ton col de l'utérus, c'est comme un tissu. À partir du moment où tu mets du poids dessus, en fait, le tissu va commencer à gondoler, et puis s'ouvrir et se casser. Et c'est ce qu'elle m'a dit, en fait. À partir du moment où tu mets du poids sur le col, il va s'ouvrir et déclencher un accouchement. Donc j'aurais pu accoucher très très prématurément d'un bébé mort-né ou d'un bébé qui aurait eu des problèmes de santé et de mettre ma vie en danger par la même occasion. Si elle me faisait un cerclage, ça aurait pu terminer en hémorragie. J'ai dit non, je ne me risque pas à ça. Sauf que en fait, quand elle m'a appelé, Jordan n'était pas là. Il était en cours de conduite, si je me rappelle bien. Il rentrait de son cours de conduite quand je lui ai annoncé en fait la mauvaise nouvelle. Suite, je pense, dans la prochaine partie de cette vidéo. Je pense que jamais, mais vraiment jamais, je n'aurais voulu vivre ça, clairement. Parce que dans ma tête, c'était je suis enceinte, j'adore, enfin voilà, j'avais vraiment envie de ravoir un enfant, de pouvoir peut-être vivre autrement que ce que j'avais vécu avec ma fille et apprendre de mes erreurs suite à du coup mon premier enfant et de pouvoir refaire un peu les choses correctement, aussi bien ma grossesse que lors de l'accouchement, que voilà, refaire éventuellement avoir une autre grossesse que celle que j'ai eue précédemment. Sauf que quand ma gynéco m'a annoncé ça, la première chose que j'ai fait, en fait, c'est en parler à Jordan. Et je lui ai dit, écoute, j'ai eu la gynéco au téléphone qui n'avait vraiment, mais vraiment pas de bonnes nouvelles à m'annoncer. Qu'est-ce que je dois faire Et donc lui m'a dit, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. Moi, je respecterai tes choix. Et pour ça, je pense que je l'aime de trop. Il savait très bien que j'allais souffrir dans les deux cas. Et il m'a dit, tu prends la meilleure des décisions. Mais je suivrai dans tous les cas ta décision. Il m'a dit j'ai envie d'un deuxième enfant, mais si c'est pour risquer ta vie et risquer sa vie, je pense qu'il vaut mieux pas. Voilà. Donc nous avons décidé de prendre rendez-vous pour un avortement. Donc j'ai eu dans un premier temps un entretien au téléphone avec justement le secrétariat du centre, parce que j'ai été dans un centre spécial qui est rattaché au CHU de Nantes en fait. Et c'est un centre qui s'occupe, voilà, c'est aussi un planning familial, mais il s'occupe particulièrement des IVG. Voilà, donc ils font les IVG médicamenteuses et par aspiration en anesthésie locale et en anesthésie générale, c'est via le CHU que je suis passée. Du coup voilà, je vous expliquerai tout ça après. Mais j'ai d'abord eu un premier entretien téléphonique où elle a pris mon numéro de sécurité sociale, où elle m'a demandé de combien j'étais enceinte, pourquoi, quelle était la raison pourquoi je mettais fin à cette grossesse. Et elle m'a dit on aimerait bien vous voir sur place pour faire une échographie, pour monter votre dossier. Voilà, donc je suis allée sur place 5 jours après, il me semble, 5 jours après le coup de fil. Il faut savoir que j'ai été très malade durant cette deuxième grossesse, tout comme j'ai été malade pour la première. Avec ma fille, j'ai été très malade, j'étais vraiment très nauséeuse.
Je dormais tout le temps. Les odeurs, c'était une horreur à tel point que j'ai dû demander à mon mari d'acheter un Airwick, les petits diffuseurs Airwick, tellement j'en avais vraiment marre de toutes les odeurs de poubelle, les odeurs de remontée d'égout, les odeurs de toilettes, etc. Je pouvais pas. Clairement, je pouvais pas. Et du coup, lors de ce premier rendez-vous, donc on a fait une échographie, on a parlé de tout ça, j'ai parlé un petit peu avec l'interne qui s'est occupé de moi, et il m'a dit, je pense que la seule chose à faire pour vous, pour être vraiment sûre et certaine que vous ne retombiez pas enceinte, c'est de vous faire poser un stérilet. Et si vous voulez vraiment arrêter totalement d'avoir des enfants que vous pensez vraiment ne plus avoir la possibilité d'en avoir, de faire la stérilisation, donc de faire une ligature des trompes, donc de ne pas faire d'hystérectomie à ce moment-là, ça serait juste une ligature des trompes. Donc on a discuté un peu de tout ça. De base, au niveau des plannings, en fait, comme avec le Covid, ils gardaient exclusivement les anesthésiants généraux pour les cas graves. Je pouvais avoir soit une IVG médicamenteuse le lendemain, ou soit une IVG par aspiration la semaine d'après, je pense. Et j'ai expliqué au gars, j'ai dit écoutez, moi, l'un comme dans l'autre, je vais en souffrir, j'en ai marre de souffrir clairement. Donc trouvez-moi une solution, mais moi je ne ferai pas ça en anesthésie locale et je ne ferai pas ça en IVG médicamenteuse. Je ne peux pas, clairement, je ne peux pas. J'ai un membre de ma famille proche qui est passé par la médicamenteuse et cette personne m'a dit ne fais pas ça parce que clairement tu vas voir tout, tu vas perdre du sang, tu vas avoir mal. Elle m'a dit non, tu ne fais pas ça. Du coup, très gentil, normalement je devais avoir une IVG médicamenteuse, mais il est revenu vers moi dans la salle d'attente en attendant pour aller faire la prise de sang et il m'a dit j'ai su vous avoir un rendez-vous pour faire une IVG en anesthésie générale avec pose de stérilet en même temps, une semaine et demie après. Parce que normalement j'avais 2 semaines et demie de délai pour une anesthésie générale et je lui ai dit je veux pas rester 2 semaines et demie de plus dans des vêtements de femme enceinte alors que je ne peux pas être enceinte, d'avoir des symptômes de grossesse qui me gâchent la vie parce que je ne pouvais plus manger, je ne pouvais presque plus dormir correctement. Je lui ai dit je ne peux plus en fait, je ne peux pas. D'autant plus que quand je suis arrivée en fait au centre, j'ai entendu 2 personnes crier, mais quand je vous dis crier, c'est crier à la mort quoi, c'est hurler. Et je me suis dit dans ma tête mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis là? Du coup, je suis ressortie en fait de tout ça en pleurant, en me disant j'espère que c'est la dernière fois que je souffre parce que clairement je veux pas continuer comme ça. Et de là en fait est très vite arrivé le rendez-vous jour J. Je vais vous expliquer dans une troisième partie comment ça s'est passé et le post-avortement, comment ça s'est déroulé. Pour vous expliquer un peu plus en profondeur, en fait quand il y a IVG par aspiration en anesthésie locale ou une IVG en anesthésie générale par aspiration aussi, bien évidemment, on vous donne des médicaments à prendre 48 heures avant, qui va en fait provoquer des petites contractions de l'utérus et qui va en fait faciliter le décollement du fœtus. Moi, je l'ai eu du coup 48 heures avant, j'ai dû le prendre le samedi soir pour une intervention le lundi matin. Ou le samedi matin pour une intervention le lundi matin. Je crois que c'était ça, le samedi matin pour une intervention le lundi matin, c'était 48 heures avant. Et le gars m'avait dit, vous pouvez avoir des saignements, vous pouvez avoir des caillots de sang, vous pouvez avoir tout ça, vous pouvez faire une fausse couche aussi. Moi, ça m'arrangeait bien de faire une fausse couche. D'un côté, ça m'arrangeait pas trop bien parce que je suis quand même déjà passée par là. Et donc le fait de revoir éventuellement le fœtus dans ma culotte ou dans la cuvette ou autre, dans la cuvette des toilettes,
j'avais pas fortement envie, voilà. Mais d'un autre côté, j'avais pas forcément envie non plus d'aller une journée dans un hôpital en anesthésie générale en plein milieu du Covid, avec une intervention que je n'avais vraiment pas envie d'avoir, avec un post-avortement qui était quand même assez douloureux, assez ennuyant, voilà, on va pas se le cacher. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Je n'ai pas fait de fausse couche, donc dans la nuit du dimanche au lundi, je pense 3 ou 4 heures avant mon intervention, avant que je n'aille à l'hôpital, j'ai commencé à perdre du sang et à perdre des caillots de sang dans ma douche. Donc pour moi, j'étais en train de faire une fausse couche, donc j'ai appelé le service qui m'a dit écoutez, venez quand même à l'heure de votre rendez-vous prévu. Donc moi, je devais aller à l'hôpital à, je pense, 8 heures. Si je me rappelle bien, c'était 8 heures. Donc ma maman m'y a conduit en voiture, parce que ma maman s'est déplacée expressément de Belgique pour me garder ma fille, étant donné que Jordan était à la maison en télétravail et ne pouvait pas s'occuper de moi et de la petite en même temps. Donc elle est venue expressément de Belgique avec les papiers nécessaires pour passer la frontière et pour pouvoir garder la petite ce jour-là. Elle est restée une semaine, voilà. Elle avait pris un petit studio proche de mon appartement pour être justement tranquille avec la petite et pouvoir me la garder de temps en temps et pouvoir venir m'aider ici à l'appartement. Voilà, donc le jour J, elle était là, elle n'était pas là dans l'hôpital, mais elle était là dans sa voiture et elle a fait un petit tour de la ville en m'attendant. Mais donc quand je suis allée sur place, je pensais avoir fait une fausse couche, donc je me suis dit, pour moi, je vais ressortir en fait tout de suite, ils vont me faire une échographie, ils vont me dire voilà, vous avez perdu le bébé, je vais pouvoir ressortir. Sauf que quand je suis arrivée à jeun, vu qu'on m'avait quand même demandé d'être à jeun, donc la dame m'a fait patienter 1 heure et demie dans la salle d'attente, voilà. Alors que j'étais censée avoir mon intervention vers 11 heures, je pense. 11 heures, 11 heures et demie, j'ai patienté jusque midi pour avoir mon échographie. Et à l'échographie, elle m'a dit non, non, le fœtus est encore bien là, son cœur bat bien. Je vous le certifie que je le vois et il va absolument falloir faire une intervention. Donc je me suis retrouvée dans ma tête du ah mais je vais bientôt sortir, maman à tout à l'heure, on se voit d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, ah vous devez rester à l'hôpital, vous allez être anesthésié, hospitalisé jusqu'à la fin de la journée et il va falloir quelqu'un pour vous ramener. Donc j'ai dit pas de souci, ma maman est là. Donc j'ai subi l'intervention. Tout s'est bien déroulé, voilà, je n'ai pas eu trop de problèmes, il y a eu la douche de bétadine, il y a eu le port du masque, il y a eu tout ça, tout s'est super bien passé. Le retour en chambre, ça a été compliqué, surtout hormonalement parlant, parce que c'est là que je me suis rendu compte en fait que je n'étais plus enceinte. Je suis arrivée dans cette chambre enceinte et je suis ressortie de cette chambre plus enceinte et ça m'a fait très mal en fait. Et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir énormément de soutien de mes amis parce que je pense que sans eux et sans mes parents et sans mon mari, je n'aurais pas su sortir de cette passe. Voilà. Et j'en suis sortie il n'y a pas très longtemps, mais j'en suis sortie, voilà, d'où mon absence sur YouTube et sur les réseaux dernièrement. Mais l'intervention s'est bien passée, je suis restée avec des petites douleurs environ 4-5 jours, quelques vertiges, beaucoup de pertes de sang. Pour vous dire à quel point j'ai eu des pertes de sang, en fait ils m'ont dit quand vous avez un avortement, en fait comme vous étiez enceinte, votre corps le prend comme si vous aviez accouché. Du coup j'ai eu un retour de couche, donc j'ai dû mettre des serviettes de retour de couche que j'avais prévu, bien évidemment la marque Sogela, c'est juste le top. Pardon. C'est la marque que j'ai utilisée lors de l'accouchement avec ma fille et franchement je la reprendrai pour le deuxième clairement. Les serviettes de l'hôpital c'est non. Surtout quand tu perds déjà énormément de sang durant tes règles, tu sais que durant ton retour de couche, après l'accouchement, c'est pas possible. Donc j'ai perdu 1 mois de sang à peu près, je pense. 3 semaines, 1 mois de perte de sang, avec bien évidemment le stérilet en place. J'ai mis le stérilet Mirena en place, que j'ai enlevé du coup fin septembre parce que je suis en essai du deuxième bébé. Étant donné que, et d'où la dernière partie, voilà, sera du coup l'explication de comment ça s'est passé par la suite. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser,
Tous les gynécologues ne sont pas d'accord sur un seul avis. Il faut vraiment prendre beaucoup d'avis pour vraiment vous dire voilà, je me dirige vers l'un ou je me dirige vers l'autre, mais ne jamais s'en tenir à un seul avis médical. Et je pense que c'est la morale de l'histoire, c'est j'aurais dû aller consulter quelqu'un d'autre avant de faire cette erreur. Maintenant je le sais. Malheureusement, je peux pas ramener ce qui est perdu. En plus de ça, je sais pas pourquoi j'avais un instinct que c'était un garçon. J'ai eu très vite l'instinct pour ma fille que c'était une fille. Et là, bizarrement, j'ai un petit instinct que c'est un garçon. Enfin, c'était un garçon. Mais voilà. Pour en revenir à nos moutons, du coup, donc je suis en essai du deuxième. Pourquoi? Parce que en fait, donc j'ai eu le rendez-vous dès 6 semaines après l'avortement pour vérifier si le stérilet était bien placé. Je n'ai pas eu de problème avec le stérilet, il était bien placé. Nous sommes restés une semaine sans avoir de rapport sexuel parce que du coup c'était interdit. Mais tout a été bien repris comme il le faut. Je n'ai pas senti mon stérilet, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai rien senti à la mise du stérilet étant donné que j'étais en anesthésie générale. Mais par contre, pour enlever le stérilet, j'ai pas eu mal du tout, clairement. Il m'a juste mis le spéculum dans le col et il m'a tiré comme si on tirait un fil. Voilà, mais c'est tout. J'ai absolument rien senti. D'ailleurs, il m'a tiré le fil, il l'a mis à la poubelle, il m'a dit ok, c'est fini. Je dis ah bon, j'étais là, ok, bon voilà, mais je m'attendais à ce que ça dure 10 minutes, mais en fait non, ça en a duré 30 secondes, pas minutes. Donc j'étais super contente, mais j'ai téléphoné à un gynécologue du même cabinet que ma gynécologue. Qui s'est occupé du coup de la grossesse de ma fille et je lui ai dit depuis de nombreuses années j'ai des symptômes d'endométriose et de ces semaines-ci, de ces mois-ci, c'est de pire en pire. Et donc j'aimerais bien venir consulter chez vous, surtout qu'a priori j'ai un kyste, donc ça serait bien de faire une petite écho de contrôle, de voir si le kyste est encore là et de faire un point sur cette situation. Et il m'a dit pas de souci, je vous donne rendez-vous. Donc de base le rendez-vous était prévu je pense 14 octobre, hein, si je me trompe pas, je crois que c'était le 14 ou le 15 octobre, donc ça devait être aujourd'hui ou demain. Il a été reporté 2 fois, mais du coup j'ai eu ma date le 22 septembre. Et je me présente le 22 septembre à son cabinet en lui expliquant la situation, en lui donnant un petit peu les détails. Étant donné que c'était un gynécologue qui était dans le même cabinet, il avait accès à tout mon dossier. Voilà, que le docteur en question qui s'était occupé de ma fille avait fait du coup lors de ma grossesse, lors de ma première et lors du début de ma deuxième grossesse. Et du coup, il m'a dit bah écoutez, pas de souci, je vais aller contrôler ça. Donc il m'a fait un toucher vaginal, il m'a fait une échographie, il a regardé tous les tests qui avaient été faits sur moi, donc l'hystérosalpingographie, il a regardé tout ce qui avait été fait auparavant, et il m'a dit écoutez pour moi, votre col est tonique, le périnée est tonique, vous n'avez pas d'endométriose, vous n'avez pas de quelconque maladie qui pourrait éventuellement faire que vous ne pouviez plus avoir d'enfants, vous n'avez pas de béance de col qui a été détectée sur l'hystérosalpingographie comparé à ce que m'avait dit le premier docteur, donc il s'est occupé de ma fille, qui m'a fait mon cerclage, qui m'a mis mon PCR, qui m'a enlevé mon cerclage et qui a aidé à l'accouchement. Et il m'a dit pour moi vous pouvez avoir un enfant, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit vous êtes sûr et certain? Il m'a dit oui, je suis sûr et certain, pour moi votre col est bien tonique, votre périnée est bien tonique, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez rien du tout, donc pour moi vous pouvez avoir un enfant. Donc avant de partir au gynéco, j'avais demandé à Jordan si le gynécologue me disait que il était possible pour nous de avoir un enfant, est-ce qu'il était d'accord ou pas? Et il m'a dit écoute, si vraiment il te dit oui, on tente, mais ça c'est toi qui le sens. Et donc quand le gynécologue m'a dit vous pouvez avoir un enfant,
j'ai pas attendu 3 ans pour lui dire enlevez-moi ce stérilet et on démarre, hein. Donc ils m'ont enlevé le stérilet le jour J, donc je n'ai absolument rien senti. La visite m'a coûté 70 € totalement remboursés. Voilà, donc c'est pas parce qu'on m'a enlevé le stérilet que ça a coûté plus cher ou que ça n'a pas été remboursé. Non, ça a été remboursé totalement. Aussi bien la visite de contrôle que l'enlèvement du stérilet. Donc voilà, je suis super contente de ça. En finale, ça a été gratuit. Voilà, mais depuis nous sommes en essai bébé et on attend. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est plus le psychologique qui joue sur les douleurs, étant donné que je n'ai plus de douleurs. Je n'ai plus de symptômes de grossesse. Les symptômes de grossesse se sont arrêtés à peu près une semaine après. Voilà, mais je n'ai plus rien à l'heure d'aujourd'hui et je touche du bois, je n'en ai pas autour de moi. Je vais toucher ma tête, voilà, je touche ma tête, mais j'espère de tout cœur tomber enceinte rapidement et d'un bébé en bonne santé et que je sois aussi en bonne santé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo tout à fait improvisée, je n'ai écrit aucun script, voilà, il n'y a aucun scénario qui a été établi avant, c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. Et si vous avez de toute façon des questions, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire en dessous. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner, sur le bouton qui ressemble à une petite cloche, voilà, pour vous tenir au courant, vous tenir informé des prochaines vidéos que je sortirai. Mais je pense que la prochaine vidéo sera sans doute l'annonce éventuelle d'une deuxième grossesse et les trimestres, voilà. Étant donné que pour le moment, entre les cours pratiques de la conduite, parce que du coup je vais bientôt passer ma conduite, les cours de mon mari, plus son travail, la petite à gérer qui a 15 mois, qui va super bien, qui va avoir 16 mois là le 17 octobre, qui marche, qui a bientôt 13 dents, donc qui a 13 dents, qui a sorti sa 13e dent, voilà, elle va vraiment super bien et ça ça vaut tout l'or du monde, clairement. Avec le parcours que j'ai eu, je pense que j'aurais jamais rien demandé de mieux. Voilà, merci beaucoup, merci de votre soutien et on se dit à plus tard. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de sourire et on se dit au revoir.